5 ans après son transfèrement, menant au point au tribunal pénal international, celui qu'on appelait le général de la rue, l'un des principaux acteurs de la crise politique ivoirienne, est toujours à La Haye. Bien qu'acquitté des charges de crimes contre l'humanité dont il était accusé, il lui est pour l'instant interdit de retourner en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé, l'ancien ministre de Laurent Gbagbo, l'ancien chef des Jeunes Patriotes, est notre invité aujourd'hui. Bonjour Charles Blé Goudé. Bonjour monsieur. Alors, tout le monde s'attendait à vous voir repartir au pays après cet extraordinaire acquittement. Pourquoi vous êtes encore ici? Qu'est-ce qui fait que vous ne rentriez pas en Côte d'Ivoire? Vous savez que entre notre regard extérieur et les procédures judiciaires, il y a un hiatus. Bien que cette question que vous posez soit relative à la situation judiciaire qui est la mienne, et sur laquelle je ne suis pas habilité à me prononcer, je dirais quand même que la raison est toute simple. La procédure est encore pendante et elle est en cours. C'est pourquoi nous sommes encore là. Alors, la procédure est pendante, mais on vous a entendu quand même pas mal parler et vous réjouir de cet acquittement. Vous avez le sentiment d'être lavé de cette histoire? Vous vous sentez en rien responsable de ce qui s'est passé pendant cette période douloureuse de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Non. Vous savez que pour parler de responsabilité, nous replongeons dans le dossier. Ce qui est contraire à l'ordonnance de la Cour. C'est-à-dire ne pas me prononcer sur l'affaire en cours pendant que je suis encore là. Mais ne vous pressez pas. Chaque débat a son moment et sa tribune. Nous aurons le temps de déblatérer sur tout cela. Pour l'instant, le plus important pour moi, mon honneur a été lavé devant le monde entier. Je me réjouis de ce que mes enfants ne vont pas hériter d'un nom ensanglanté, du sang innocent de mes concitoyens. C'est-à-dire que je ne suis pas un criminel. Vous savez que ce n'est pas aisé de porter un tel lourd fardeau. Depuis le 15 janvier, je dors en paix, je me réveille en paix. Et que ma génération non plus n'aura pas pour leader et chef quelqu'un que le monde entier traite de criminel. Là, vous me tendez une perche extraordinaire. Aujourd'hui, vous vous voyez en chef. Aujourd'hui, vous vous imaginez dans quelque temps en chef. Alors, vos ambitions politiques sont toujours là. On va bientôt vous revoir en politique si vous sortez de cette mauvaise passe. Mais c'est comme si vous demandez à un jeune homme qui sort d'un centre de formation de football s'il deviendra un footballeur professionnel. Ça veut dire que la prison a encore aiguisé un peu plus cet appétit de la politique que vous aviez déjà avant d'entrer là-bas. Quand vous sortez d'une telle épreuve, il y a deux attitudes à adopter. Soit la douleur de la prison vous fait abandonner vos convictions, soit elle les renforce. Je suis dans le second cas. Mes convictions étaient plus que jamais enracinées par l'épreuve. Oui, je compte être parmi ceux qui vont décider de la destinée de mon pays plus tard. Et on me répond souvent, mais vous êtes pressé. Je ris. Ceux qui vont aller jouer la Coupe du monde de football en 2022, ce n'est pas en 2022 qu'on les recrute. C'est dès maintenant qu'on les recrute. On les forme pour qu'ils aient des réflexes. Mais vous avez un chef. Avant d'entrer en prison, vous étiez un disciple du président Laurent Gbagbo. Lorsqu'on écoute ça, on se dit, ça veut dire que le fils a enterré le père, que le fils est fâché avec le père. Quelle est la relation que vous entretenez aujourd'hui avec le président Laurent Gbagbo? Vous êtes toujours le fidèle ou vous êtes éloigné de lui? Mais d'abord, je ne sais pas ce qui pourrait, moi, Charles Blé Goudé, me pousser à me fâcher avec mon père Laurent Gbagbo. Jamais. Seulement, vous avez parlé de séparation. C'est une séparation géographique qui n'est ni du fait du président Laurent Gbagbo, ni de mon fait. Mais il y a que nous sommes dans une situation judiciaire pendante. C'est-à-dire la justice vous a séparés l'un de l'autre, vous ne pouvez pas vous parler. Ça, Vous
Vous ne vous téléphonez pas? Ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Je dis que je ne parlerai jamais d'un contact téléphonique ou non entre le président Gbagbo et moi dans des médias. Je ne sais pas à quoi cela servirait. Nous ne sommes pas dans un spectacle. Le président Gbagbo et moi n'avons jamais dit à des gens que nous avions un programme téléphonique. Alors, ceux qui veulent s'amuser, c'est leur droit, ils peuvent s'amuser, mais ils ne sont pas obligés de nous associer à leur amusement. Nous sommes au sérieux. Mais nous sommes devant la Cour pénale. Laissez-moi terminer. Les partisans ont envie de savoir. Oui. Ceux qui parlent, c'est vos partisans. Donc ils ont envie de savoir ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont encore ensemble? Parce qu'il y a des élections dans quelques temps en Côte d'Ivoire. Est-ce que Charles Blé Goudé aurait tourné le dos à son père ou non? C'est important pour Je eux. ne tournerai jamais le dos au président Laurent Gbagbo. Mais dans le même temps, comment comprendre qu'il y ait autant de plateformes? Je vais commencer par la vôtre, votre parti politique, qui est le COJEP, qui vous a élu président. Ça veut dire que vous avez votre outil à vous pour aller aux élections. Mais en quoi cela dérange-t-il? Vous savez que même le fleuve... L'outil du président Gbagbo ne vous intéresse plus? Le FPI ne fait plus partie de... Même le fleuve, avant de se jeter dans la mer, fait d'abord son propre lit. Un ensemble a une force que, par rapport à la force de chaque élément qui compose l'ensemble. Je ne veux pas être un fardeau pour une plateforme à laquelle j'appartiens. Je veux être... Oui, mais si vous je vais venir c'est bien pour aller aux élections. Je vais venir avec une plus-value. Vous comprenez? Et je vais jouer mon rôle. Je ne veux pas être un bébé. Mais vous êtes toujours dans la même famille. Je ne veux pas être un bébé au dos. Voyez-vous, le bébé au dos, il ne sait pas que la route est longue. C'est pourquoi je m'organise comme je l'ai toujours été. Depuis 2002, j'ai été Charles Blé Goudé, hors de la machine politique du Front populaire ivoirien. Vous n'étiez pas FPI, oui. Jamais je n'ai été. Cela ne veut pas dire que j'ai un problème avec le FPI. Mais c'est un fait que je n'ai pas de cas de militants de ce parti politique-là. J'ai terminé de diriger la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. Et des amis et moi, nous avons mis en place le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le COJEP, dont je suis aujourd'hui le président. C'est comme un enfant qui naît, qui prend le temps de pousser des dents, ensuite qui prend le temps de faire 4 pattes, qui s'élève et qui marche. Le COJEP fait son chemin. À côté ou en face du FPI? En tout cas, nous nous considérons comme un partenaire du FPI. Maintenant, je ne sais pas si le FPI nous considère comme un partenaire. Ça, comment vous pouvez dire ça? Si en, ce qui concerne le COJEP, pour nous, celui qui nous considère comme un partenaire, nous serons son partenaire. Celui qui s'entête à nous prendre comme un adversaire, nous nous dirons toujours que l'adversité peut être politique. On n'est pas obligé de se haïr. Mais je souhaite qu'on ne s'entête pas à m'opposer au président Laurent Gbagbo. Ceux qui veulent le faire, ils perdent leur temps. Personne ne se servira du président Laurent Gbagbo comme une corde pour m'attacher. Jamais. Ce que j'ai vécu avec le président Gbagbo, c'est douloureux. Je n'ai pas conduit le président Gbagbo autour d'un verre de bière. C'est dans la douleur que je l'ai connu. En 2000, c'était face à un militaire qu'il était, le général Robert Gueye, paix à son âme. Ce n'était pas un Dinégala. En 2002, les fusils tonnaient. Une rébellion était contre lui. Nos chemins se sont encore croisés. Et me voici aujourd'hui, à la CPI, dans un trou international, d'où on dit qu'on ne sort jamais. Je n'étais pas dans un commissariat de police d'Abidjan. Mais je suis resté attaché à mes convictions. Qu'est-ce qu'on attend encore de moi? Qu'on arrête de jouer avec ma douleur. Alors, vous avez une grosse douleur, vous allez revenir. Mais pour revenir, il y a des élections, il y a de la politique. On voit plein de plateformes se créer. La plateforme EDS, comme on l'appelle, qui est celle du président Bédié, non, Laurent Gbagbo. De Laurent Gbagbo, avec le FPI. Vous appartenez à cette plateforme? Non, pas du tout. Vous n'appartenez pas à cette plateforme. Mais vous êtes proche quand même de cette plateforme. Et puis, on a vu des gens du PDCI venir vous voir ici à La Haye. Est-ce que vous seriez proche du PDCI aujourd'hui? Non, moi, depuis que j'étais en prison, j'ai plus de recul. Parce que pour moi, la prison n'est pas qu'un lieu d'enfermement, c'est aussi un lieu de bilan.
J'ai donc décidé de parler à la Côte d'Ivoire plurielle. J'ai toujours reçu tout le monde, y compris mes adversaires, pour qu'on échange. Vous êtes sérieux là? Est-ce que vous avez reçu quelqu'un du RHDP en tout cas? En tout cas, mes adversaires, qui ont cherché à me voir. Bien. Je précise. Bien. Alors, en ce qui concerne les plateformes, elles ont été mises en place. Certains leaders des plateformes, notamment la plateforme mise en place par le président Henri Konan Bédié, m'ont approché. J'ai leur projet sur ma table. Je prendrai le temps de l'étudier avec beaucoup de recul. Ils veulent que vous les rejoigniez. Ils me l'ont clairement exprimé. Pour la prochaine présidentielle? Non, la plateforme n'est pas forcément autour de questions de soutien d'un candidat ou l'autre. C'est une plateforme, elle a donc des valeurs. Il faut que je puisse les étudier, les objectifs de la plateforme, les moyens de lutte de la plateforme. Ensuite, je me prononcerai. Ne faisons pas la langue de bois. Moi, ceux qui m'approchent, vous allez me laisser finir. Vous n'êtes pas coutumier de la langue de bois. Vous allez me laisser finir. Non, mais avant que vous terminiez, je vous fais la concession. Avant que vous ne terminiez, je vous prie qu'on soit concis et clair. Le PDCI, vous l'avez combattu à un moment donné. Est-ce que ces valeurs ont changé pour qu'ils puissent se rapprocher de vous? Ou bien c'est les vôtres qui ont changé? Non. Vous pouvez tout dire sauf ça. Ils m'ont approché avec leur plateforme. Moi, je réceptionne la plateforme, je l'étudie. C'est en ce moment que je reviendrai à ces interrogations-là. Qu'est-ce qui a changé? Les objectifs, le contexte, et c'est pourquoi cette plateforme. Je prends le temps de l'étudier. Je ne vais pas me précipiter avant de me prononcer. Tout comme à côté, il y a une plateforme EDS, dirigée par le Front populaire ivoirien, qui est le parti, je veux dire, historique de la Côte d'Ivoire. Et je prends le temps aussi, si je ne me suis pas précipité pour entrer à EDS, qui a été mise en place par le Front populaire ivoirien, je ne me précipiterai pas pour aller dans une plateforme, dans qu'on a dit. C'est deux plateformes mises en place. Je dis, je ne rentre pas dans une plateforme qui est mise en place pour combattre un individu. Je sais ce que cela a apporté comme tristesse à mon pays que de combattre des individus. Je veux mener un combat autour des valeurs. Comprenez-vous? Parce que dans notre pays, on dit souvent les alliances se font et se défont. Et on le dit fièrement. C'est une honte pour notre pays. Si ce sont des alliances de valeurs et de principes, elles ne devraient pas se faire et se faire. Mais c'est l'histoire de la politique en Côte d'Ivoire. On n'est pas ici aujourd'hui parce qu'on veut changer son statut politique ou parce qu'on y a un intérêt personnel. Et quand ça ne marche pas, demain, on est de l'autre côté. Je ne marche pas comme ça. Nous voulons construire un pays de valeurs, un pays de principes. Pour cela, les plateformes qui sont sur ma table, il y a à peine 3 semaines, j'ai été élu président de mon parti. Je vais les analyser, je vais réunir mon bureau politique et nous nous prononcerons. Cependant, de manière ponctuelle et circonstancielle, si des groupements politiques organisent des actions d'intérêt national, nous y serons comme invités. Mais en tout cas, ce que vous devez savoir, pour le moment, le parti que je dirige, en tant que Charles Blé Goudé, n'est membre d'aucune plateforme. Alors, est-ce que celle dont vous étiez, on va dire, un des protégés, celle dont vous étiez le plus proche, qui est Simone Barbeau, vous avez de ses nouvelles et vous vous sentez toujours proche d'elle? Ah oui. Je me sens même davantage proche d'elle. D'autant que, vous le savez, depuis qu'elle est sortie de prison, elle est en tournée. Elle parle de paix. Nous voulons rassembler les Ivoiriens de nouveau. Je suis fasciné par la capacité de résilience de cette dame, qui a mis fin à la formule « sois belle et tais-toi » et qui est sur le terrain, et qui parle aux Ivoiriens, et qui met en avance l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Oui, je me sens proche d'elle et j'admire le combat qu'elle mène. Vous serez ensemble à nouveau si vous vous retrouviez au pays? On ne s'est jamais séparés. On a été séparés géographiquement. Mais les valeurs nous lient toujours. Les valeurs traversent les distances. Alors, lorsqu'on parle de Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de camps. Il y a de plus en plus de leaders qui prennent leur indépendance. Guillaume Soro, quelle est la relation que vous avez avec Guillaume Soro? Je sais que Guillaume Soro est venu à La Haye, a vu le président Laurent Gbagbo. Je suppose qu'il vous a vu aussi. Vous vous sentez proche de lui aujourd'hui? C'est une information que vous me donnez. Vous venez de dire que Guillaume Soro est venu à La Haye
pour voir le président Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo n'est pas à La Haye. En tout cas, au moment où il y était, c'était avec moi, pas avec quelqu'un d'autre. Et nous étions en prison, à Schwenningen. Moi, j'y ai jamais vu Guillaume Soro. Maintenant, je ne sais pas quand est-ce que Guillaume Soro est allé voir le président Gbagbo. Comme je ne suis pas à Bruxelles, je ne peux pas discuter cela, mais cela engage votre responsabilité. Totalement. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas encore eu de rendez-vous avec Guillaume Soro. Il n'y a pas de contact? Me voir. Non, je n'ai pas de contact direct avec lui. Vous n'avez pas de contact avec Guillaume Soro? En tout cas, pas de contact direct. Vous savez que moi, je ne suis pas de ceux qui nient leur passé, de ceux qui nient leurs amitiés. C'est la 5e interview que j'ai, et c'est la 5e fois qu'on me pose cette question. Parlons des problèmes de la Côte d'Ivoire. Parlons de la misère des Ivoiriens. Parlons de l'école ivoirienne qui aujourd'hui a tous les problèmes. Parlons des Ivoiriens qui n'arrivent pas à se soigner. Parlons de ces paysans dont les produits ne s'achètent plus. Parlons de la corruption gangrénante dans notre pays. Parlons de la réconciliation dans notre pays. Pourquoi vous voulez forcément caporaliser la vie des Ivoiriens sur des rapports entre individus? Guillaume Soro et moi, nous avons dirigé la FECI. C'est fini ça, c'est derrière nous. Maintenant, est-ce qu'à partir des rapports anciens que nous avons eus, on peut se mettre ensemble un jour? Le temps nous le dira. Voilà. Mais je souhaite qu'on ne puisse pas... Mais d'ici, sur les sujets dont vous parlez, d'ici là, qu'est-ce que vous pouvez très concrètement faire quand vous parlez de l'école ivoirienne, quand vous parlez des problèmes de pauvreté en Côte d'Ivoire? Mais notre rôle n'est pas seulement de nous battre pour des élections. Notre rôle, c'est de véhiculer aussi des valeurs à travers nos différentes machines politiques que nous avons, à travers nos partenaires que nous avons. Alors, c'est quoi les valeurs du COJEP aujourd'hui, dont vous êtes le président? C'est quoi son objectif? Les valeurs du COJEP sont connues. Notre premier slogan, notre politique que nous voulons porter, c'est de faire la politique autrement en Côte d'Ivoire. Faire la politique autrement, c'est ne pas forcément prendre l'adversaire comme un ennemi. Faire la politique autrement, c'est permettre à l'autre, bien qu'on n'est pas d'accord avec son point de vue, d'exprimer ce point de vue-là. Nos valeurs, c'est de faire en sorte qu'on puisse s'attaquer au problème réel de la Côte d'Ivoire, bâtir une nation autour des valeurs et mettre un peu entre parenthèses les égos et les ambitions personnelles. Voyez-vous, nous sommes dans une société qui fait la promotion de la vitesse et de l'immédiat. Et les expressions foisonnent en Côte d'Ivoire. Tout près n'est pas loin. En même temps est mieux. Gagnons en temps. Ces expressions ont tellement évolué qu'on parle maintenant de chap-chap. C'est-à-dire tout gagner et maintenant. Moi, je pense que ce qui doit traverser le temps doit prendre le temps de se construire. Et le COJEP voudrait aider à cela. On peut se parler. On peut parler d'une même voix et ne pas forcément parler d'une seule voix. Parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Faire en sorte qu'on ne puisse pas introduire l'ethnie et la religion dans la politique. Mettre en avant des valeurs, mettre en avant des compétences et donner des chances à tous les fils et à toutes les filles de la Côte d'Ivoire. Voici ce dont nous voulons parler. Mais pour porter ces valeurs, que tout le monde adhère à ce type de valeurs, c'est très beau. Mais pour porter ces valeurs, il faut un leader sur place. Vous n'êtes pas encore sur place. Mais rassurez-vous, oui, la CPI ne sera pas la sépulture de ma vie. Je l'ai dit lors de ma première comparution en 2014 ici. Je retournerai chez moi. Est-ce que cela est clair dans votre esprit? Moi, je retournerai chez moi. Et le temps que je passe ici n'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné. Je prends le temps de réfléchir. Je n'ai jamais eu assez de temps comme ça pour réfléchir. Faire le bilan, passer tout en revue, me remettre en cause moi-même. Accepter de ne plus recommettre les mêmes fautes, les mêmes erreurs. Et puis ensuite, influencer positivement. C'est-à-dire que la douleur que j'ai vécue ne m'amène pas à haïr l'autre, mais plutôt que cela serve d'exemple pour ne plus jamais que seul Ivoirien arrive ici. Voilà le défi que je me suis lancé. Je vais revenir de façon très terre à terre, parce que c'est très beau ce que vous dites. C'est des valeurs auxquelles personne ne peut ne pas adhérer. Mais en même temps, on avance en Côte d'Ivoire, il va y avoir des échéances qui, selon vous, symbolisera donc ces valeurs-là, puisque vous n'êtes pas là, à moins que vous soyez prêt à revenir l'année prochaine. Mais voyez-vous, M. Foucault, d'abord mon parti et moi,
ensuite ceux qui croiront en nous et moi. Donc ma génération qui aura compris que nous avons trop souffert des querelles entre individus. Nous avons trop souffert des guerres d'héritiers. Maintenant, nous voulons un président modèle. C'est vous le prochain président Non, modèle? non. Oubliez ma personne. Nous voulons un président modèle. Un président modèle, c'est celui qui peut se mettre au-dessus de la mêlée et refuser d'être un chef de clan. Mais vous avez été en prison avec le président Gbagbo. Peut-être que vous pensez à lui en disant, il a pris du recul, il est au-dessus de tout ce dont vous parlez maintenant. Est-ce qu'on peut l'envisager ou pas? Mais le président Gbagbo a été toujours au-dessus de la mêlée. Il s'est toujours mis au-dessus de la mêlée. Vous comprenez? Et tout le monde le sait. Il a toujours tendu la main à ses adversaires. Je l'ai vécu, je l'ai fréquenté, je le connais. C'est lui qui a amnistié les rebelles. C'est lui qui a reconnu les galons des rebelles. C'est lui qui a pris l'article 48 pour que le président actuel, Alassane Ouattara, soit candidat. Responsable qui n'est pas non, je ne parle pas des responsabilités. Voilà. Vous avez parlé de quelqu'un qui peut se mettre au-dessus de la mêlée. Mais au-dessus de la mêlée, ce ne sont pas que des mots, ce sont des actes. Je suis en train de vous rappeler les actes que le président Gbagbo a posés pour rassembler la Côte d'Ivoire. Je suis témoin. Vous pensez qu'il peut être celui qui va rassembler la Côte d'Ivoire encore demain, qui est divisée? Je pense qu'il a cette capacité, il a ce leadership-là. Donc il faut envisager que si on vous libérait, si on vous donnait le droit de rentrer, il puisse participer au jeu politique. Mais cette décision-là ne dépend pas de moi. Et souvent, des fois, les gens veulent imposer un agenda et leur agenda personnel. Mais les gens ont besoin d'un agenda pour avancer. Oui, mais ils peuvent avancer, mais ils ne sont pas obligés d'imposer leur agenda au président Laurent Gbagbo. Lui seul peut décider de ce qu'il veut donner comme suite à sa carrière politique. Et vous? Et je suis trop petit. Vous envisagez je suis trop petit pour imposer un agenda au président Laurent Gbagbo. Moi, je m'organise. Je m'organise avec ma génération. Votre tour, c'est Je m'organise avec mon équipe. Je me prépare. Mais parce que demain, je vais faire partie des dirigeants de mon pays. Ce n'est pas un secret. Et je n'en ai pas honte. Non. Le dire n'est pas être contre quelqu'un. J'ai 47 ans et je m'organise. Mais je ne suis pas pressé. Parce que pour moi, la précipitation est source d'erreur. Après 2020. Non, ça c'est vous qui êtes en train de donner des chiffres. Laissez-moi au moins cette possibilité de dire quand je le veux. Ça peut être après 2020, après 2025. Mais je ne veux pas m'enfermer dans le fétichisme des dates. Je m'organise. Quand je serai prêt, quand mon équipe estimera que nous sommes prêts, mais nous allons dérouler. Voilà. Vous allez dérouler. Pourquoi vous voulez que nous parlons publiquement de notre stratégie? Une stratégie, elle est stratégie parce qu'elle n'est pas connue. Mais le public qui va voter pour vous, le public qui vous aime, le public qui vous suit, on a vu les 1200 et poussières des membres du COJEB lorsqu'on vous a élu président, a envie de savoir, vous savez. Oui, mais ça c'est une organisation interne. Les délégués qui sont venus de partout pour venir à cette élection sont venus d'eux-mêmes. Et les délégués savent où nous allons. Et je pense que je n'ai pas besoin d'une antenne de télévision pour dérouler notre stratégie en interne. Nous travaillons, nous réfléchissons à l'avenir de notre pays. Et le moment venu, nous allons nous prononcer. Le moment venu, vous allez vous prononcer. Mais en attendant, vous êtes ici. On va revenir à des choses que les gens aimeraient savoir. Ici, vous êtes libre de vos mouvements, vous faites ce que vous voulez, ici à La Haye. Vous êtes un peu plus libre, bien sûr, que lorsque vous étiez dans la prison, mais est-ce que c'est confortable? Laissez-moi suivre mon destin. Moi, je suis sorti d'un trou de la DST, où j'ai fait 14 mois, sans même que la porte de ma cellule soit ouverte. J'ai dit bien 14 mois. Je n'ai pas dit 14 jours, je n'ai pas dit 14 semaines. Et pendant que j'étais dans ce trou, beaucoup de choses se racontaient. Mais j'aurai le temps de préciser tout cela. Ensuite, on me transfère à la CPI, où j'ai fait 5 ans jour pour jour. Quand on sort d'une telle situation, on prend le temps de faire le bilan avant de se projeter dans l'avenir. Laissez-moi au moins cette possibilité d'apprécier la situation dans laquelle je suis. Je vous le dis, on est bien chez soi. Moi, je ne suis pas hollandais. Moi, je suis ivoirien. Moi, je suis africain. Ma vie se trouve en Côte d'Ivoire. Toute ma vie se trouve en Côte d'Ivoire. J'y ai ma famille, j'y ai mes enfants, j'y ai mes parents, j'y ai mes amis.
J'y ai mes amis de promotion. J'y ai mon pays. Mais entre le vouloir et la situation dans laquelle nous nous trouvons, souvent notre choix compte peu. Les circonstances de l'histoire m'ont mis à ce carrefour, où s'entrechoquent les événements qui vont basculer l'histoire de mon pays. Je suis un instrument de l'histoire. Vous le savez. Mon arrestation a servi l'histoire. Ma détention arbitraire à la DST a servi l'histoire. Mon transfèrement à la haie a servi l'histoire. Mon procès a servi l'histoire. Mon acquittement a servi l'histoire. Mon maintien en détention malgré mon acquittement a servi l'histoire. Ma libération sous condition malgré mon acquittement continue de nourrir le débat. Je suis un instrument de l'histoire. Je ne m'appartiens plus. Donc mes envies, mes goûts, mes désirs ne comptent plus. Quand on est à ce stade de responsabilité, sinon je ne serais pas ici. Nous sommes 25 millions d'Ivoiriens. Nous sommes plus de 2000 collaborateurs du président Laurent Gbagbo. L'histoire a voulu que je sois ici. Ma responsabilité est lourde. Ce n'est pas moi qui le dis. Mes adversaires le disent. Je l'assume. Oui, mais quand vous parlez de responsabilité, je sais que vous n'avez pas le droit d'en parler puisque vous avez pris un engagement dans ce sens. Mais lorsque vous évoquez ce parcours, les gens ont envie de vous dire aussi, ce n'est pas pour rien. Mais ce n'est pas pour rien. Je ne vous ai jamais dit que c'est pour rien. Je suis très clair qu'une fois au pays, même avant, vous le voyez très bien, j'ai repris mes activités politiques. Je parle à mes responsables, je parle à mes militants, je parle aux Africains à qui je suis en ce moment en train de parler. Je me prononce sur les questions d'intérêt national, sur des questions qui engagent aussi la vie africaine. Je me prononce. J'ai déjà dit sur ce plateau-là, et je le répète encore, les dirigeants africains doivent faire en sorte que notre jeunesse évite d'aller mourir dans la Méditerranée. Parce que la question principale, que fuit-il? Il fuit la misère, il fuit le désespoir. Nous devons faire en sorte de concevoir des projets de société qui redonnent espoir à notre jeunesse. Mais vous avez été ministre de la jeunesse. 3 mois durant. Et 3 mois pendant un conflit. Et pendant ces 3 mois, j'ai mis les pieds à mon bureau 3 fois. Juste 3 fois. Pas parce que je n'avais pas envie d'y aller. Il y avait des conflits partout. Je vous le précise, j'ai été ministre pendant 3 mois. Mais rassurez-vous, ce ne sont pas les idées qui manquent. Remettez-moi en scène. Je suis prêt. Je suis prêt pour remettre la jeunesse ivoirienne au travail. Je suis prêt pour redonner espoir aux paysans. Je suis prêt. Je suis prêt pour valoriser l'agriculture. Parce que durant tout mon cursus scolaire, ce qu'on m'a appris, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Parlant de la Côte d'Ivoire. Alors, vous regardez la Côte d'Ivoire de loin aujourd'hui, mais en même temps, vous avez des relations à l'intérieur. Ce qui se passe dans votre pays vous a toujours passionné, vous passionnera toujours. Quel regard sur la période où vous avez été absent? Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui ont évolué. C'est ce qu'on m'a dit, mais je ne l'ai pas encore vu. Or, je ne peux parler de ce dont mes yeux ont été témoins. On me dit qu'Abidjan évolue. On me dit qu'Abidjan a changé. En tout cas, sur le point des infrastructures. Mais je constate que ce sont aussi les Ivoiriens qui parlent de ces changements, qui se plaignent en même temps de leur vie, de leur quotidien. Je ne suis pas du genre à condamner et à remettre en cause ce que l'adversaire a fait. Si l'adversaire a posé des pas qui sont bien, a fait des réalisations appréciables, il faut les apprécier. J'aurai le temps de me prononcer sur tout cela. Le moment venu. Mais j'ai aussi de l'autre côté des gens qui se prennent des libertés individuelles et collectives, qui sont bafouées. On a l'impression qu'on fait un retour en arrière. Voyez-vous? Mais tout cela, je pense que nous devons nous asseoir autour d'une table pour en discuter. Pouvoir et opposition. Faire l'inventaire de ce qui nous est arrivé pour ne plus recommencer. Les Ivoiriens, à mon avis, ne pardonneront pas que la classe politique les entraîne dans une aventure sans lendemain, à partir du traumatisme sans précédent qu'ils ont subi. Ils ont besoin de quelqu'un qui les rassure. Pour ne plus qu'ils puissent continuer de vivre dans la peur. Parce qu'un esprit qui est dans la peur ne peut pas produire. Or, la première richesse d'un pays, c'est d'abord sa ressource humaine, c'est-à-dire son peuple. Mais regardez dans quelles conditions notre peuple vit.
Et là, à la veille de 2020, moi j'ai peur. Si quelqu'un vous disait, en vous écoutant, que le Charles Blé Goudé qu'on écoute aujourd'hui est beaucoup plus sage que lorsqu'il est parti du pays, vous l'accepteriez cette... Mais je n'ai pas honte qu'on me dise ainsi. Vous êtes devenu un homme de paix. Je n'ai pas honte qu'on me dise que j'ai changé. Parce que un jeune homme qui avait 29 ans quand la crise éclatait et qui a aujourd'hui 47 ans, dit qu'il a changé. Mais un enfant de 8 ans n'a jamais le même comportement qu'un enfant de 15 ans. Un enfant de 15 ans n'a jamais le même comportement qu'un enfant de 40 ans. J'ai 47 ans. C'est normal qu'on me dise que je me suis assagi. Dieu merci. C'est positif, non? Absolument. Deuxièmement, la prison est comme une piscine. Vous êtes sec, vous rentrez dans une piscine, vous en sortez forcément mouillé. Quand vous sortez d'une prison, bien sûr, si vous ne réussissez pas à remettre en cause certaines de vos pratiques, de vos idées, que vous essayez de réorganiser, la prison c'est aussi un maître, la prison c'est aussi un professeur. Je n'ai pas honte de dire que oui, je suis content que les gens disent que, et on dirait qu'il a changé, on dirait qu'il est devenu sage. Je n'en ai pas du tout honte. Maintenant, là où on ne s'entend pas, c'est quand ils disent, mais ils parlent maintenant de paix. Non. Moi, je n'ai pas entendu le 1er février 2019 pour recevoir Ouattao, un chef de guerre, dans mon village, et l'amener à Mama, dans le village du président Gbagbo, le faire accueillir par les populations. Je n'ai pas attendu 2019 pour inviter Guillaume Soro, en ce moment, président et porte-parole des Forces Nouvelles, à Gagnoua, ville natale du président Laurent Gbagbo, où il a été accueilli dans un grand stade. Je n'ai pas attendu 2019 pour inviter Konaté Sidiki, en son temps porte-parole des Forces Nouvelles, nouveau ministre, dans le même stade que Mme Laurent Gbagbo, Simone et Yves, que Mandou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale, en son temps. C'est-à-dire deux extrêmes que j'ai réunis dans le même stade pour parler de paix. Je n'ai pas entendu cela. Pour inviter Jesse Jackson en Côte d'Ivoire, apôtre de la paix, compagnon de lutte Martin Luther King, pour venir parler de paix aux Ivoiriens. Je n'ai pas entendu 2019. Le seul problème, en ce moment-là, toutes les machines politiques avaient les yeux rivés sur l'élection et le fauteuil présidentiel. Donc, ne pouvaient pas m'écouter. Nous avons fait la même expérience de la guerre. Mais vous savez que lorsque vous parlez de ça, les gens pensent aux jeunes patriotes. Maintenant, peut-être que les esprits sont disposés. Parce que nous avons tous compris l'importance de la paix. Sinon, ce n'est pas moi qui ai changé de langage. C'est l'esprit des autres. Justement, je rebondis dessus pour dire à l'époque, et moi je continue sur ma lancée de paix. J'ai toujours dit qu'il ne peut jamais y avoir de Côte d'Ivoire où ne vivent que des pro-Gbagbo qui auront fait disparaître les pro-Ouattara ou les pro-Bédié, et vice-versa. M. Foucault, quand je le disais, nous étions en mars 2011, c'est-à-dire en pleine guerre. Et puis je le dis. Quand je le disais, je n'avais pas de menottes au poignet. Je le disais librement. Mais les gens n'étaient pas encore disposés à m'écouter. C'est le même Blé Goudé qui a parlé à cette époque-là qui est aujourd'hui face à vous. Sauf qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire, il est à Hollande et il veut rentrer chez lui, s'il vous plaît. Voilà. Alors, s'il y avait, pour terminer notre entretien, s'il y avait quelque chose que vous changeriez, si on vous disait aujourd'hui, si on vous remettait dans la même situation demain, qu'est-ce que vous ne feriez pas que vous avez fait dans ces années-là? Là, vous rentrez dans le dossier. Ah, si je rentre dans le dossier, je sors. Mais cela dit, j'aurais pris mon temps pour parler à tout le monde. J'aurais rencontré tous les leaders politiques. Même s'ils ne m'ouvraient pas la porte, j'aurais pris mon temps pour taper à leur porte, pour leur dire, s'il vous plaît, notre pays a besoin de toutes ses forces. Allons à la compétition, mais allons à une compétition saine. Prenons le temps pour nous donner des institutions indépendantes. Prenons le temps pour nous fixer des règles et respectons-les. Fixons-nous une ligne rouge à ne pas franchir. Pensons à ces populations pauvres qui finalement sont les victimes des
des actes de la classe politique. Prenons le temps, avant d'ouvrir notre bouche, de savoir qu'un seul mot qui sort de notre bouche peut avoir des conséquences graves sur la vie des individus et des Ivoiriens. Or, nos ambitions politiques ne sont pas au-dessus de la vie des Ivoiriens. Et je lance ce même appel à toute la classe politique africaine. Ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire n'est pas une situation singulière. Non. Quand on frappe le lézard, le Mangouya s'apprête. Quand on frappe le lézard, le Mangouya s'apprête. Inspirons de ce qui est déjà arrivé aux autres pays et démocratisons nos pays. Ouvrons le débat politique. Construisons-nous et ayons confiance en nous. Si nous avons un projet politique fiable, allons vers le peuple pour lui proposer cela. Mais c'est quand on est un nénuphar politique, qu'on ne prend pas le temps de s'enraciner, qu'on se laisse aller. Moi, Blé Goudé, aujourd'hui, je veux parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Je ne peux pas vouloir parler à la Côte d'Ivoire plurielle et appartenir à un clan. C'est pourquoi je prends mes distances par rapport à tout ce qui se passe. Et que beaucoup ne comprennent pas. Oui, ça veut dire on ne peut plus avoir, certains amis et moi, on ne peut plus avoir la même démarche face à une situation donnée. Moi, j'ai eu le temps de faire le bilan. C'est moi qui ai fait le bilan. Et j'ai eu le temps de dégager les pistes que je veux suivre. Je vais servir d'instrument de paix à mon pays. Je vais parler à tout le monde. Je vais parler à tout le monde. Je vais parler à la RHDP. Non, mais je vais même plus loin. Je vais parler à Alassane Ouattara. Je vais discuter avec lui. Pour lui demander d'ouvrir le jeu politique. Pour lui demander de doter la Côte d'Ivoire d'une commission électorale indépendante. À la tête de laquelle il y a un homme de valeur qui n'a pas d'intérêt à agir. Que le FPI gagne, que le RDR gagne, que le RHDP gagne. Ce monsieur qui est à la tête de cette commission n'y a aucun intérêt. Il a pour seul intérêt la Côte d'Ivoire. Je veux qu'on parle de cela. Pour qu'on parle de cela, avec qui dois-je parler? Je dois parler avec celui qui dirige la Côte d'Ivoire, celui dont la signature engage la Côte d'Ivoire. Je veux parler avec lui. Je veux parler avec le PDCI RDA, avec qui nous sommes déjà en contact. De ce que nous voulons nous réunir autour des valeurs, non pas contre un individu. Parce que quand je parle de changement, je ne parle pas seulement de changement d'individu, je parle de changement de mentalité. Parce qu'un esprit qui n'est pas révolutionné ne peut pas mener une révolution. Mais de quelle révolution s'agit-il? Bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire, avec un peuple modèle, avec un président modèle. Monsieur Foucault, je suis en train de réfléchir. Prolonger les réflexions que j'ai eues déjà en prison. Et vous ne pouvez pas savoir à quel niveau de réflexion je suis arrivé. Je ne suis plus dans les émotions, parce que je sais ce que mon pays a vécu. On n'est pas un spectacle des matou-vus. Nous sommes dans une situation grave. On peut se tromper une fois, 2 fois, 3 fois, c'est maintenant votre nature. C'est vrai. Moi, je ne crois pas que ce que notre pays est en train de vivre soit au-dessus de notre intelligence. Il suffit seulement de mettre entre parenthèses les égos et les ambitions personnelles. Et puis, on se met autour d'une table. On va déposer les problèmes sur la table, les aborder courageusement, et puis, on avance. Vous vous êtes passé de la rancœur, vous avez dépassé la rancœur, vous pouvez parler à Alassane Dramane Ouattara de Tout cela est derrière moi. Je ne combats pas un individu, je combats des pratiques. Je combats un système. Je critique un système et je fais des propositions. C'est ce que j'ai appris de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a toujours critiqué Houphouët-Boigny et il a fait des propositions. Il a dit, tout ce que j'ai eu, je l'ai eu mètre carré par mes propres efforts. C'est à ça que moi je veux ressembler. à Laurent Gbagbo. Ah ben oui, c'est mon modèle. Merci beaucoup, Charles Blé Goudé. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci et bon courage. Merci. Notre débat est à présent terminé. Merci de rester à l'écoute de nos programmes.